Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Bands of NBers, le podcast premier du nom. On espère que ça sera le premier d'une longue série. Alors je me présente, moi c'est Chos, votre serviteur pour cette émission. On est une bande de potes avec une passion commune, tout simplement la NBA. Et on avait envie d'en parler, on avait envie de vous faire partager un petit peu notre ressenti. Alors soyez indulgents, on n'est pas des spécialistes, on est juste là à kiffer le basket et la NBA. Donc on verra comment ça se passe. Je vais vous présenter l'équipe pour la première. J'ai le plaisir d'accueillir non pas 4 mais 5 spécialistes, avec beaucoup de guillemets, je précise. On a en premier Pi, alias Pierre, l'instigateur de ce projet. Un grand merci à toi. T'as déjà l'habitude de participer à ce genre d'événement, donc on espère que ça sera aussi bien. Un grand bonsoir à toi, Pierre. On a également Vincent alias Vincent, ancien basketteur, représentant de la team USA ce soir. On a Zichan, basketteur également du côté de Thiers, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, C'est super. ça. On a notre envoyé spécial à Londres. Londres, grande terre du basket, on sait très bien, qui vit et qui vibre pour le basket. Yannick, alias Muggsy. Et enfin, Victor, alias Vic the Quick, qui n'était pas prévu, mais qui a eu envie de venir. Du côté de Tours, lui aussi ancien basketteur. Donc, en fait, moi, je suis là. Je suis là pour parler. Je suis le seul à pas avoir joué au basket, mais en tout cas, voilà, j'aime ça. Messieurs, on va commencer cette émission. J'ai pas lancé mon chronomètre, donc je vais recommencer, c'est pas grave. On va commencer cette émission avec notre première partie. Tout simplement, un petit peu vos tops, vos flops pour la semaine. Alors, je rappelle le principe. On va essayer de faire cette émission tous les dimanches avec un récapitulatif de la semaine. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont lieu toute la semaine, mais voilà, on aura un petit peu de recul pour prendre le temps, pour discuter de tout ce qui se passe et prendre un petit peu d'avance pour la semaine à venir. On va commencer donc avec cette première partie, un petit peu les tops et les flops. On va commencer avec Pierre, l'instigateur. Qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé sur cette semaine écoulée en NBA? Alors, cette semaine en NBA, j'ai aimé Utah qui continue son parcours aussi impressionnant et qui arrive à marcher sur l'eau actuellement. J'ai aimé les Knicks qui, malgré un jeu offensif assez pauvre, mais avec une grosse défense et avec Emmanuel Quickley, qui est le nouveau petit phénomène du côté de New York, qui emmène l'équipe dans des résultats auxquels on ne s'attendait pas. Moi-même, je ne suis pas tennis, je ne m'attendais pas à ça. Et puis, en petit bémol, je vais mettre les Brooklyn Nets qui peuvent taper n'importe quelle équipe du haut du tableau, mais dès qu'ils jouent contre des équipes supposées plus faibles, ont beaucoup de difficultés. Voilà. Messieurs, est-ce qu'il y a déjà des choses à dire sur ce que vient de dire Pierre? Est-ce que vous êtes plutôt d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce qu'il y a des choses que vous partagez le même sentiment sur ces tops et ces flops? Pour Utah, moi je partage complètement, je ne les attendais pas à ce niveau-là. Pour les Knicks également, petite surprise, en plus avec l'arrivée d'Eric Rose. On précise que Pierre est fervent supporter des Knicks. Hein. Ça fait du bien à l'effectif. Ouais, je suis assez d'accord. Alors, mon petit bémol à moi, ce serait plutôt du côté des Bucks. Les Bucks qui, je trouve, qui déjouent complètement cette saison. Donc, affaire à suivre. Ça, on va parler de ça plus tard dans le débat. Vincent? Bon, Pierre s'est fait plaisir. C'était vraiment l'occasion de parler des Knicks. La moindre occasion est bonne. Ça sera peut-être la seule occasion de l'année. Hein. Exactement. Pour une fois, fallait la saisir. Non, moi, ce que j'aime, non, rien à rajouter, enfin, rien à contester pour une fois vis-à-vis de la vie de Pierre. Ça viendra au fur et à mesure. Oui, parce que voilà, on précise hein, pour les spectateurs, Pierre et Vincent sont souvent amenés à pas être d'accord. Voilà, de principe. Bon, là, je passe pour cette fois. J'aime cette semaine que la hiérarchie en NBA est en train de se créer quand même. Je trouve que sur les premières semaines, il y avait un classement qui représentait rien du tout avec des équipes, sans être insultant, des équipes comme Cleveland ou New York qui étaient très hauts, des équipes comme Miami, Toronto qui étaient très bas. Là, c'est en train de s'organiser de façon un peu plus concrète. On voit un peu plus précisément qui seront les playoffs avec une déception à l'Est pour moi, c'est quand même Atlanta qui est vraiment en dessous de ce qu'on pouvait attendre. Leur recrutement était hyper costaud. Enfin, moi, en tout cas, je m'attendais à avoir de super résultats. Pour moi, ils sont très en dessous. À l'Ouest, effectivement, Utah, c'est vraiment cool. Et pareil, je trouve que ça s'organise vraiment. Golden State qui remonte, Denver aussi qui remonte. Et puis certaines déceptions, franchement, Dallas et Sacramento qui évoluent pas. Mais après, l'Ouest, c'est vraiment très, très épais. Donc, c'est très difficile
d'être haut, quoi. Vraiment, ça se joue à pas grand-chose, mais c'est costaud. L'Ouest, c'est vraiment dur. Je rebondis, Je vous laisse parler. je rebondis sur ce que tu as dit hier soir. J'ai regardé le match entre les Nets et les Warriors. Et effectivement, au début du match, il y avait le classement des équipes. Les Nets étaient 3e à l'Est avec un bilan de 15 victoires, 12 défaites. Et les Warriors avaient quasiment le même bilan, 14 victoires, 12 défaites. Ils étaient seulement 8e, donc ça rejoint un peu ce que tu dis. Ouais, la conférence Ouest est très, très, très dense. Zichan, on t'écoute? Après, pendant que tu es, si je peux juste. Vas-y, c'est le but. Hein, c'est le but. Nets, on est là pour en fait, discuter. Donc, ouais. Brooklyn Nets, je dirais, je suis potentiellement d'accord avec Pi. Le truc qu'il faut réaliser aussi, c'est qu'en fait, depuis que cette superstar en fait, s'est mis en place, il n'y a que 8 matchs. Et sur ces 8 matchs, ils n'ont pas vraiment encore pu trouver leurs automatismes. Il y a James Harden qui est en recul et qui fait plus son facilitateur. Et c'est bien, en fait, il y a une sélection de shoot qui est un peu plus répartie. Maintenant, est-ce que ça va être sur la durée? Comment ils vont pouvoir monter en régime aussi pour pouvoir leur laisser le temps? Je pense que le match que tu as vu hier contre les Warriors, ce qui était bien, c'est qu'il y a une circulation de balles, extra pass pour vraiment trouver celui qui était démarqué pour pouvoir alimenter ses shooters pour pouvoir y arriver. Donc je pense, oui, par rapport à ce qu'ils ont démontré pour le moment, bien sûr, ils ne sont pas là où on les attend et ils devraient être un peu plus haut, mais laissons-leur un peu parce que tu as quand même 2-3 gars qui ont je dirais, qui sont assez revanchards et ça peut potentiellement arriver là où être. Bon, s'ils n'arrivent pas à la fin et gagner ce championship, on pourra dire bien sûr que c'est une déception, mais laissons-leur un peu le temps. Est-ce qu'ils peuvent gagner en encaissant autant de points, franchement? Parce qu'on est tous d'accord qu'offensivement, c'est incroyable. Mais en playoff, est-ce que ça peut aller au bout? Il y a des matchs où ils prennent 145 points. Sur des séries, ça paraît compliqué. Et c'est un point que tu as dit, en fait, depuis que James Harden est arrivé, alors ils ont gagné en termes de points, 3 points en plus, mais ils donnent 9 points, beaucoup plus en défense. Et c'est vrai que moi, je suis plutôt en disant, tu sais quoi, il faut une défense pour y arriver, surtout le dernier championnat, c'est fait. Après, ce que je te dirais, c'est par exemple, regarde, Stephen Curry, qui marche bien, qui carbure, n'est pas forcément connu pour sa défense. Est-ce que c'est ce qui va pouvoir, je veux dire, l'amener à pouvoir gagner le championnat? Je suis pas sûr. Je pense qu'il va falloir que ça soit les deux côtés. C'est pas les mêmes joueurs autour. Mais je veux dire l'équipe, c'est pas les mêmes joueurs, mais l'équipe, je veux dire. La défense, il oui, mais Curry Warriors, ça défend, même si c'est pas le niveau défensif qu'on a connu il y a quelques années pendant les titres, il y a quand même une défense. Je sais pas si tu as vu le match face à Houston, par exemple, où ils jouent vraiment petit de ouf et tout le monde court, tout le monde fait. Alors il y a un décalage. Si tu fais circuler la balle, effectivement, tu vas trouver un décalage face aux Warriors. Mais il y a quand même l'effort qui est fait. Non, mais l'organisation est importante quand même. Aux Warriors, quand même dans l'ADN, entre guillemets, si on peut dire ça, il y a une assise défensive. Aux Nets, il y a Wallouf. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Tu mets Irving, tu mets Harris. Qui c'est qui défend? Durant, c'est pas non plus un gros défenseur. DeAndre Jordan, il vieillit et tout. Au bout d'un moment, ça fait pas grand monde. Et il n'y a pas grand monde qui le veut. Il n'y a pas beaucoup de morts de faim. Moi, j'adore Jeff Green. Je trouve qu'il est archi sous-côté et tout. Et lui, pour le coup, c'est vraiment... J'adore ce gars. Mais c'est pas un élite défenseur et il va pas faire ça tout seul. Muggsy, on va revenir un petit peu à ce que disait Muggsy. Donc, tu nous as donné tu as un petit peu, on va dire, mesuré les propos de Pierre. Ton top, ton flop, toi, pour cette semaine écoulée. Et puis après, on parlera avec Zich. Mon top, on parle peut-être pas d'une équipe, mais ça chauffe en tout cas du côté de Phoenix. J'aime bien, en tout cas, il y a un joueur qui est Devin Booker, qui est, à mon avis, de plus en plus efficace en fait dans la sélection de ses shoots, dans le timing, qui comprend et qui est vraiment efficace. Et tu vois, tu as un coach, Monty Williams, qui est juste, voilà. Et Monty Williams, c'est un coach aussi qui a une discipline aussi qui dit, tu vois, tu défends, tu joues et tu ne triches pas par rapport au jeu. Si t'es pas... Et le jeu va venir à toi. Le jeu va venir à toi grâce à des bons meneurs de jeu. L'année dernière, c'était avec Ricky Rubio. Cette année, c'est encore mieux avec Chris Paul. Mais le jeu vient à lui. Et moi, comme tu dis, je préfère vraiment ce Devin Booker-là plutôt que celui qui cherchait à mettre 70 points les années précédentes et qui perdait match sur match. Là, il y a quelque chose. Et Chris Paul qui assume à fond son rôle de leader. Hein. Absolument. Et donc, tu vois, il y a matière et je pense qu'il a compris maintenant que, tu vois, regarde, tous les autres qui sont les grands, quand tu as besoin de scorer, fais-le.
mais c'est pas 60 points tous les soirs que tu vas faire. Tu as une équipe autour de toi. Et si tu vas aller le plus loin possible, vous avez démontré pendant la bulle, là, vous êtes encore sur ces bases-là. Focalisez-vous, il y a un système, il y a un coach, tout fonctionne autour. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, le top. Flop, Philadelphie, 2 défaites, 1 victoire. Honnêtement, avec un bid, avec ce qu'ils ont, je ne sais pas s'ils sont en train de plafonner un petit peu le fait que voilà, il faut qu'il se repose à chaque fois sur un peu le même go-to-guy, même s'il doit être dominant, il est amené à être vraiment une machine à scorer ou même, tu vois, influencer un peu plus le jeu des Sixers. Donc, je m'attendais quand même à plus. Et ceux qui sont vraiment sortis, bon, je pense, de la carte un petit peu, c'est les Rockets, même si on ne les attendait pas haut. Là, ça confirme un petit peu la sortie de virage. Attention au retour. Alors, de là à annoncer Philadelphie en flop, je te trouve dur. Ils n'ont pas fait une grande semaine, peut-être. Effectivement, là, pour le coup, le flop de Muggsy est vraiment très ciblé sur les derniers jours. On rappelle la défaite hier du côté de Phoenix. Hein. Ouais, c'est un peu dur parce qu'en plus, il joue. Franchement, il joue. Moi, ce que je vois, bah, évidemment, on voit pas tous les matchs et tout, mais ce que je vois des Phoenix, même hier, quand ils ont perdu, de Philadelphie, pardon. Même hier, quand ils ont perdu, franchement, ils jouent bien au basket quand même. Alors, en se reposant effectivement sur un énorme Joel Embiid qui est énorme, franchement, qui joue comme un MVP. En plus, il est leader à l'Est et tout. Mais franchement, de là à les mettre flop, je trouve dur. Tu as parlé d'autres choses. Les Rockets, bah, franchement, c'est dommage parce que je trouve que l'après James Harden, bah, il s'organise super bien. Je trouve que c'est beaucoup plus cohérent. Et malheureusement, si Christian Wood ne se blesse pas, ils ont peut-être un truc à jouer sur le. Exactement. Et là, ils viennent de perdre Oladipo. Zichem, on t'attend. Parce que hier, j'ai vu qu'il jouait pas, mais combien de temps il part? Pour l'instant, on ne sait pas, mais en tout cas, attends, je suis en train de. Il est sorti sur blessure. Je suis allé voir tout à l'heure sur le site. Qu'est-ce qu'il disait? PJ Tucker. Tucker aussi, ouais. Mais Christian Wood, un gars que je connaissais quasiment pas en début de saison. Il est apparu l'année dernière. Qui a explosé là en arrivant, avec un énorme contrat en arrivant à Houston. J'ai pas compris pourquoi. Et en fait, c'est un super joueur. C'est hyper dommage qu'il soit freiné en pleine c'est un cap un peu stretch, mais il avait fait une grosse saison l'année dernière à Détroit. Après, franchement, son contrat, personne ne pouvait dire qu'il allait assumer son contrat à ce niveau-là. Pour répondre à ta question, Pierre, Oladipo est incertain pour le match de lundi contre les Wizards. On n'a pas encore entendu Zichman. Oui, alors moi, je vous écoute tout à l'heure avec beaucoup de passion, comme d'habitude. On a ces discussions en dehors des caméras et de cette réunion, et ça fait un grand plaisir d'être avec vous, parce que vous êtes la famille, vous êtes des frères, on a grandi ensemble, on est comme des frères, dont le nom de ce groupe. Donc c'est génial, je trouve ça super, c'est pour une première, et on va essayer de faire ça au mieux chaque semaine. J'ai bien écouté tout ce que vous avez dit, et comme dans mon habitude, je ne suis pas d'accord sur pas mal de choses. Déjà, avant de dire sur quoi tu n'es pas d'accord, juste donne-nous tes tops et tes flops, et puis après tu nous expliques ce qui t'a pas plu. Mes tops et mes flops. Le top de la semaine, pour moi, ça reste quand même Dallas. Donc là, ça va un petit peu contredire, enfin, plus ou moins ce que Vincent a dit tout à l'heure, en disant que Dallas c'était un petit peu, c'était pas bon. C'est vrai qu'on les attendait beaucoup plus haut, Dallas, par rapport à ce qu'ils ont fait l'année dernière. Ils ont mal commencé, les premières semaines sont un peu difficiles. Ils étaient 14e en début de semaine. 14e en début de semaine, tu te dis, bon, qu'est-ce qui se passe Dallas? Ils sont à 3-0 cette semaine, ils remontent 9e. Ils sont pas mal, ça commence un petit peu à prendre, à voir maintenant, est-ce que Porzingis va tenir la saison, comment va se jouer Dallas. Donc moi, cette semaine, je mettrai Dallas quand même dans mon top de la semaine, si on parle de l'équipe, mais pas Dallas tout seul. Je mettrai Portland avec. Portland parce que Damien Lillard fait encore du Lillard. Je le mettrai même, après on en parlera plus tard, mais même dans les MVP, fait partie de ceux que j'estime beaucoup. J'adore ce joueur. Et puis on a aussi notre Carmelo qui fait une semaine exceptionnelle, qui joue je crois, une vingtaine de minutes, 22-23 minutes par match. Et qui est devenu 13e meilleur marqueur, il me semble. Ouais, oui, c'est passé exactement, et puis qui met des 20-23 points par match. Donc, le dernier match, il met 17 points, je crois, au dernier carton. Donc, ça, ce sont mes deux équipes, on va dire, à l'ouest. Encore une fois, il a raison, Vincent, à l'ouest, ça reste encore un niveau monstrueux par rapport à l'est. Mais on voit que cette semaine, que les gros de l'ouest, on commence à les voir. Il y a un sans faute chez Utah, il y a un sans faute chez les Lakers, il y a Portland qui fait un sans faute.
Il y a Dallas qui fait un sans faute, donc on commence à voir une certaine hiérarchie qui est en train de s'installer à l'ouest, contrairement à l'est, où à l'est, c'est encore vachement ambigu au niveau du classement. Et le flop de la semaine, je resterai sur les équipes, pas sur les joueurs, parce qu'un joueur, bon, voilà, on peut pas juger un joueur sur un match ou 2 matchs ou 3 matchs, donc on va rester vraiment sur l'équipe, pour ma part. C'est l'Atlanta. Atlanta qui pareil, hein, perd 3 matchs cette semaine, qui était 6e en début de semaine et qui est aujourd'hui 10e, je crois, tu vois, c'est ça? Le gars a bossé. Le gars a bossé. Hein. On voit que les. Le gars n'a pas plus. Il a ses fiches. Il n'a pas forcément ses fiches. Il a enlevé son oreillette. Ils sont 10e à l'Est, à l'heure où on se parle. 10e à l'Est. Voilà, 10e à l'Est. Donc Atlanta, c'est un peu difficile pour Atlanta et je pense que ça va être très compliqué pour eux aussi, je pense, parce que à l'Est, malgré tout, à l'Est, on a quelques équipes, on ne s'attendait pas, comme New York, comme Charlotte aussi. Charlotte, mine de rien, Charlotte est quand même pas mal aussi. Hein. Donc, les Raptors qui vont, à mon avis, aussi remonter, parce que ça reste une belle équipe, et Miami aussi qui va remonter. Donc, ce qui fait que là, aujourd'hui, mon flop, ça reste pour Atlanta, et je pense. Ouais. Tout le monde, vous voyez tout le monde, Miami et Toronto remonter, mais ça veut dire qu'il y en a certaines équipes vont devoir descendre. À part New York, ok, je suis d'accord, mais il en faut une deuxième qui doit descendre. Et Hornets. Charlotte. Vous pensez que Charlotte va s'effondrer comme ça? Moi, je trouve qu'ils jouent vraiment un basket très. Non. Après, il y a 3 matchs d'écart. Hein. C'est pas s'effondrer, hein. C'est pas s'effondrer. Voilà. S'ils restent sur ce qu'ils font en ce moment, ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont s'effondrer. Ils gagneront des matchs, ils perdront des matchs, ils vont faire des surprises. Mais il y a des équipes plus régulières. Miami, on ne peut pas enterrer. Miami, je trouve pas trop qu'ils soient réguliers. Ah, pour le coup, ils ne sont pas régulés pour le moment. Il ne faut pas oublier que Jimmy Butler n'est pas là pendant un bout de temps. Jimmy Butler n'est pas là devant un bout de temps. Dragic n'est pas là. T'inquiète pas, dans la saison elle est longue. On est à 25 matchs aujourd'hui. Dans 1 mois et demi, 2 mois, on en reparlera de la première. On dira, ah ouais, non, Miami, ça reste Miami. Miami, si aujourd'hui tu me demandes, j'ai envie de te dire que Miami, ils sont encore capables d'être en finale NBA. Je le note, hein. Je note tout ce qui est dit et noté. Ah ouais, donc tout ce qui il n'a est pas noté. non plus tout suivi non plus quand même. Messieurs, je voudrais donner la parole un peu à. Je voudrais donner la parole un petit peu à Victor, qu'on n'a pas trop entendu depuis le début de l'émission, notre invité surprise. Victor, tu nous as. Le seul qui n'a pas compris le format paysage. Ouais. Tu nous as un petit peu évoqué tes tops et tes flops. De manière plus générale, qu'est-ce qui t'a plu dans ce début de saison de NBA ou de cette semaine? Je dois vous avouer que vu que j'étais pas censé être là, j'ai pas bossé. J'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Tu as donc un rôle d'observateur. Vous avez un petit accent, me semble-t-il. Zish. Non, moi, mes tops, je vais pas changer. Hein. Vous savez que je suis LeBron James à fond, donc mes tops, c'est Los Angeles. Alors, en flop, mais je mettrai un flop, mais de chez flop, mais depuis le début de saison. Alors, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez dit. Mais moi, je trouve l'équipe de Washington, c'est vraiment une. C'est-à-dire que depuis l'année dernière, et j'ai un gars qui me fait extrêmement plaisir là-bas, qui est Bradley Beal. Et vraiment, ça fait peine à voir un mec comme ça, trimé, et pour être dans une équipe qui ne gagne pas un match, quoi. Je veux dire, le pire bilan de la ligue. Mais donc voilà. Hein? Ils étaient en train de taper Boston avant qu'on commence à enregistrer. Oui. Donc oui. Alors oui, ils vont faire un coup de temps en temps. Tu vas laisser Boston tranquille. Ils sont toujours à plus 20. Ils sont toujours à plus 20, hein, 22. Donc voilà, je vais faire court parce que comme je l'ai dit, j'ai pas vraiment bossé. Donc voilà, mon top, c'est les Lakers comme d'hab. Est-ce qu'on parle des flops? Enfin, c'est pas très grave, mais là, Zichan, t'as parlé des tops de Portland, de Dallas. Ok, tu parles des flops de la semaine. Je pensais qu'on parlait des 2 mois qui viviennent de s'écouler. C'est comme vous le voulez. On va enchaîner. Voilà. Tout ce que j'ai dit, moi, c'était pour la semaine. Non, ouais, mais ouais. On enchaîne avec notre deuxième partie. C'est les débats. Alors, on a 2 débats. Ça a été justement même l'occasion d'avoir un débat entre nous pour savoir sur quoi on allait parler. On va parler dans un premier temps. On va faire un petit bilan. Ça va être un petit peu compliqué, mais donner un petit peu vos prédictions pour
pour les titres en fin de saison, le titre d'équipe, on verra après, mais notamment au niveau des joueurs. Quel est selon vous pour le moment, si le vote devait se clore ce soir, votre MVP, votre meilleur défenseur, votre meilleur sixième homme ou encore la meilleure progression? On commence avec le MVP. Qui serait selon vous, qui mériterait ce titre de MVP? Je pense qu'on va avoir pas mal de débats. Bah, non, attends. Donc Pierre est en caleçon. Pierre est en caleçon. Le MVP, après, pour moi, après, tu peux clore après. Le MVP, c'est LeBron. Terminé, il n'y a pas de débat. Allez, on arrête. Il faut le retirer de la conversation, s'il vous plaît. Je suis complètement d'accord avec ça. LeBron joue un basket, mais c'est de la musique. Le mec, c'est un chirurgien. Exactement, c'est ça. Chirurgien orthopédique. Il en pointe dans la salle. Non, mais là, il tourne à 40% à 3 points, il est magique, il fait ce qu'il veut sur le terrain, il accélère quand il veut, il va marquer quand il veut, il gagne les matchs, il contrôle le rythme. C'est surtout ça, non? C'est surtout ça qui est le plus impressionnant. Cette impression de contrôler. Il a des stats énormes. Franchement, son association avec Anthony Davis, c'est magnifique. Franchement, ça se passe super bien. Moi, je ne suis pas fan d'eux, mais je suis obligé d'admettre que c'est une domination. J'aurais pas mieux dit moi-même. Ouais, mais quels sont les critères aujourd'hui pour être MVP? Il faut être dans la meilleure équipe, le joueur le plus influent. Le nombre de points, ça joue le nombre de points toujours. Mais non, ça. Non. Pour moi, je trouve que de moins en moins. Le titre, ça a évolué, hein. Ça a évolué ces dernières années. Hein. Qui vous proposez? Bah, Ouais, Jokic, c'est cohérent. T'as vu le classement de Denver? Pour l'instant, c'est il remonte gentiment. On va oui, attendre bien la fin de saison. Bien sûr. Mais je suis d'accord qu'il joue à un niveau magnifique. Pour moi, c'est Jokic, Embiid et LeBron. Je vois pas d'autres. Kawhi Leonard, Giannis en dessous. Le seul truc, c'est que je trouve qu'il y a deux joueurs qui sont dans des catégories exceptionnelles. Et il y a LeBron, tu l'as dit, tu as tout très bien expliqué. Et je trouve que Jokic, parce que c'est un pivot qu'on n'a jamais vu. Un pivot avec aussi peu de qualité athlétique. Faire autant de choses. Non, mais c'est vrai, physiquement. Habillé pour l'hiver. On notera que Pierre n'ira sans doute pas en vacances en Serbie. Hein. Il mange bien quand même pour un mec asiatique. Il a perdu du poids, mais il est arrivé, il n'était pas fit comme mec. Mais par contre, il produit comme Russell Westbrook, qui est le meneur le plus physique et le plus explosif de la ligue depuis longtemps. Donc c'est quand même compliqué de mélanger ces deux données-là. Se dire que c'est un papa avec un physique assez quelconque, sauf qu'en point, il est là, ou dans les moments chauds, il est là. Non, mais son physique, ça te fait kiffer, toi, d'accord. Mais là, quand on choisit un MVP, on dit c'est qui le plus fort, c'est qui le plus influent, c'est qui le plus efficace. Ouais, on s'en fout qu'il ait du bide ou quoi, ou qu'il soit musclé. Ouais. Enfin, je dis pas ça. Muggsy, on n'est pas souvent d'accord avec Vincent, mais là, on a un sujet entre LeBron et Jokic ou Embiid. Tu sens bien que Jokic et Embiid, oui, c'est bien. On a l'impression qu'ils sont, entre guillemets, dans une forme du moment. Est-ce que ça va durer comme ça toute la saison? Moi, LeBron, malgré l'énorme saison, et comme dit Vint, il joue comme un chef d'orchestre, vraiment, c'est impeccable. La longévité, les stats, les marques, c'est vraiment incroyable. C'est incroyable. Mais encore une fois, on est en train de parler de la saison qui est là. Et c'est le plus décisif. Si on dit la longévité et autres, c'est en train de il ne faut pas que ça influence le débat. Donc, moi, je suis d'accord avec vous. LeBron, le clutch, le fait qu'il peut shooter son truc, pas de problème. Si tu viens sur la longévité, ce que les gens font, je te poserai une question en disant qu'est-ce que tu penses de Steph Curry? Ouais, c'est très fort ce qu'il fait tout seul aux Warriors. Franchement, il a un niveau de malade. Merci d'avoir recentré le débat, Muggs. Effectivement, Steph Curry, il joue, pour moi, son meilleur basket. Malgré un dégueulasse 2 sur 9 cette nuit. Hein, à 3 points. Oui. Ça arrive. Alors, la semaine dernière, il fait 3 matchs avec ça arrive. 3 points dans le match. Ça arrive. Mais LeBron, pour en revenir sur lui, c'est vraiment... Alors, ils disent que Steph Curry joue son meilleur basket. Moi, je me demande si LeBron ne joue pas son meilleur basket aussi cette année. Donc, pour moi, je le mets MVP sans conteste. Hein, sans conteste. Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je dis juste, en fait, pour le débat, pour le MVP, moi, je pense que ça fout un peu
de dire, regarde, par rapport à ce qu'il a fait avant. Son aura. Oui. Non, on est en train de parler l'instant T, la saison, quel est celui on balaye, Sors du lot. sur Voilà. la longévité. Ouais, mais. Non, mais aussi, donc on est d'accord, LeBron, on est d'accord. Je trouve. Qu'est-ce que tu dis, Muggsy? Ça veut dire que tu aurais tendance à gommer LeBron ou t'as tendance justement à le pousser haut? Non, je le pousse haut, mais ce que je dis, c'est que tu n'as pas besoin de rajouter en disant, en fait, on va regarder tout son passif, Oui. par rapport aux 15 saisons, ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire. Oui, mais faut pas s'habituer à l'excellence, je veux dire, parce que par exemple, quand tu vois un mec comme Shaquille O'Neal qui a eu qu'un seul titre de MVP dans sa carrière, tu te dis, est-ce qu'il n'y a pas eu un couac? J'enlève rien à personne, tous ceux qui l'ont eu ont mérité, mais tu te dis, à force d'être au top, tu dis, on le voit plus. LeBron, faut pas oublier, le mec, il joue à un niveau, mais quand il va partir, tu vas dire, mais on va voir des vidéos, on va dire, mais c'était un monstre, c'était incroyable, on a vécu ça, c'était fou. Franchement, et moi, je suis pas fan, je suis pas à fond derrière, mais force est de reconnaître que le mec, il est hyper fort, hyper dominant, quoi. Et d'ailleurs, je suis d'accord avec toi. Moi, je vais juste dire quelque chose quand même. Parce qu'il n'y a pas de problème sur LeBron, on n'a pas besoin de refaire sa vie et son passé, on sait qui il est. Même si moi, j'étais un anti-LeBron, parce qu'à partir du moment où on le compare à Sa Majesté, il y a un problème avec moi. Ça, c'est un autre débat qu'on aura peut-être un jour. Donc, c'est un autre débat. Je respecte LeBron et aujourd'hui, il n'y a rien à dire. C'est quelqu'un de monstrueux, d'accord. Maintenant, on parle d'un titre de MVP. Vu Anthony Davis qui est à ses côtés et LeBron veut donner les clés des Lakers à Anthony Davis, j'ai envie de te dire que demain, à la fin de la saison, quand les Lakers seront au top niveau avant les playoffs, je pense qu'Anthony Davis sera mis en avant par LeBron. Messieurs, on va faire une petite pause. On se retrouve dans... Anthony Davis... Je suis obligé de vous interrompre. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. On est de retour. On est de retour pour NBA The Podcast, épisode 1. Je rappelle un peu le principe. On est une bande de potes. On est fans de NBA. Là, on a 5 spécialistes ce soir, mais il y en a encore 4 ou 5 qui attendent dans les stands pour les prochaines sessions. Tous les dimanches. Environ 1 heure pour parler d'NBA, pour parler de ce qui nous a plu, pour parler de ce qui ne nous plaît pas, pour parler du futur, du présent. Et voilà, on espère que ça vous plaira autant que nous. Donc, on reprend. On était donc en train de parler du futur NBA, de vos prédictions. Il y a un nom qui fait l'unanimité chez plus ou moins tout le monde, c'est LeBron. Est-ce que quelqu'un a un mot à dire avant de passer à un prochain sujet? Ouais, moi, j'ai un petit mot à dire. Oui, LeBron, je pense qu'il est très, très, très bien placé. Mais on a quand même des concurrents, en fait. Parce qu'en termes de MVP, il y a quand même beaucoup de noms qui peuvent venir. C'est vrai qu'on a tendance à enterrer pas mal de joueurs comme Giannis, comme Lillard, comme Doncic, parce qu'on parle pas de Doncic, mais même s'ils sont mal classés, il est quand même extraordinaire, ce jeune. Après, il y a aussi Durant, Kevin Durant aussi. Aujourd'hui, c'est très tôt pour annoncer. Oui, effectivement, c'est d'où le but des prédictions. Les Nets sont certes troisième, même avec l'arrivée d'Arden et tout. Je reviens aussi vite fait sur tout à l'heure, Messi, quand tu parlais de James Harden. J'ai cru lire il y a quelques jours que Irving a donné un petit peu les clés à James Harden à la main. Et d'où aujourd'hui ces 16 passes qu'il a fait le dernier match. Là, c'était hier, ça, non? Hier, contre Golden State. Il est meilleur passeur de la ligue. Apparemment, il était contraint d'être un gros scoreur à Houston. Aujourd'hui, là, il veut faire plus de passes. Voilà. Donc, moi, je sais que Durant, ça reste quand même un de mes joueurs préférés de NBA. Un très, très grand joueur. Et si les Nets font ces prochaines semaines, remontent et deviennent réguliers, il fera partie quand même, Durant, je pense qu'il fera partie des concurrents sérieux en face de LeBron pour un titre de MVP. Après, voilà, c'est mon avis aujourd'hui. Je ne sais pas, dans 2-3 semaines. Zich, tu penses pas que le fait justement qu'ils soient tous les trois ensemble, ça va les tuer dans la course au MVP? Parce que ça va être compliqué de dire que c'est... Même si un va plus porter l'équipe, je pense que Durant, ce sera le scoreur, on dirait que c'est l'équipe de Durant, mais il va être moins impressionnant dans l'ensemble parce que la distribution, ça sera fait par Harden et qu'il y aura une forme de facilité pour lui parce que Irving va aussi attirer des défenseurs sur lui. Est-ce qu'ils vont passer pour la course au MVP? Mais je peux te dire la même chose pour LeBron. LeBron, il est dans la distribution, il est un peu dans le scoring, il est dans la vision du jeu, il est dans tout. LeBron, il est partout. Tu vois, mais c'est pas forcément un scoreur. Anthony Davis, il fait la pire saison de sa carrière. Enfin, il fait pas la pire saison de sa carrière, mais Anthony Davis, il fait pas une saison aussi forte que l'année dernière. Et là, LeBron, c'est vraiment le boss de l'équipe. Il n'y a personne qui peut dire
que LeBron. Bon, en tout cas, on est tous d'accord que pour l'instant, il est au-dessus. Oui. On passe à une autre prédiction. Vos pronostics notamment pour le meilleur 6e homme. On va voir ceux qui ont taffé un peu là. Alors moi, si je continue à parler comme ça, on verra. Non, c'est très compliqué aussi. Le meilleur 6e homme. On a Lou Williams depuis quelques années qui marche sur la lune. Moi, pour le coup, là... Montrezl Harrell l'année dernière. Montrezl, ouais, exactement. Et je le vois encore cette année. Malgré des performances un petit peu moins je le vois encore cette année, mais après, j'ai 2 autres personnes qui me plaisent pas mal. Déjà, une à Dallas. Dallas, c'est une équipe que j'aime beaucoup en vrai. Dallas, depuis que Tim Hardaway sort du banc, à voir après dans le futur ce que ça va donner. Tim Hardaway, il apporte quand même ses points, son scoring. Quand il est chaud, il met, il est pas mal. J'aime bien. Et puis, il y a aussi Dinwiddie. Dinwiddie aussi, honnête, qui peut aussi... Mais on n'est pas prêt de le voir. On n'est pas prêt de le voir. Il est blessé, il jouera plus de la saison. Il a loupé un épisode là. De la saison. Oui. Alors, normalement, il n'est pas censé revenir. Il s'est fait le genou, je crois. Il s'est fait le genou, il n'est pas censé revenir. Il s'est fait le croisé dès le début de saison. C'est dans le premier mois. Vas-y, Pierre. Monsieur le modérateur, si je peux. Vas-y, Pierre, parce que Pierre. Je suis surpris qu'un mec de Beantown n'ait même pas parlé de Jaylen Brown. Mais il est plus titulaire cette saison. Mais il est pas assez sur le banc pour être 6e. Il est starter. Il est starter. 6e, ok. Il y a progression autant pour moi. Oui. 6e. Je vais donner mon avis, je vais me mouiller, comme ça c'est fait. Je vais dire. Pierre, il va tuer le game. Ouais, c'est ça. C'est que si je dis ce que je pense, ce que la Ligue va souhaiter, ça va être Jordan Clarkson parce que Utah fait une saison de fou. Il est à 20 points en sortie de banc et qu'il est large leader. Et après, de cœur, mais je sais que ça ne sera pas le cas, mais Immanuel Quickley en sortie de banc comme rookie, ou sinon LaMelo Ball, mais là il commence à rentrer comme starter. Mais LaMelo Ball, c'était les 2 rookies qui rentraient et qui changeaient vraiment la phase du jeu au moment où ils rentrent. Mais je pense que ça sera Clarkson. Pour moi, franchement, on peut proposer n'importe qui, mais si les votes s'arrêtent aujourd'hui, je vois pas comment ça peut échapper à Clarkson. Il est à 20 points de moyenne, son équipe est première de la NBA, il a un impact de fou en sortie de banc, c'est largement le meilleur 6e homme. Tu parlais de Montrezl Harrell, je viens de regarder ses stats, il est à 13 points, 6 rebonds. Ça suffit pas, l'année dernière il faisait plus. Dinwiddie, bon, j'ai pas regardé ses stats, mais c'est pas besoin. Il y a qui d'autre? Pour moi, il n'y a pas un énorme combat. Tu parlais quoi? Tim Hardaway, c'est hyper irrégulier, c'est pas lourd. Immanuel Quickley, bon, tu peux kiffer. Pierre parle des Knicks, mais c'est juste pour kiffer, quoi. C'est déjà arrivé un rookie meilleur 6e homme? C'est déjà arrivé dans les. Je sais pas, LaMelo Ball, c'est pas con, mais il est starter. Non, mais ça arrivera pas non plus. Il est starter. Déjà, il est starter. Ouais. Depuis cette semaine. Mais non, mais on va voir sur le fil de la saison. Pour l'instant, il est un peu tout seul. Hein. Il est un peu tout seul. Muggsy, à mon avis, c'est vite réglé comme débat, ça. Muggsy, ton avis? Je pense que c'est plié aussi. Il n'y a pas vraiment. Je suis en ligne avec ce qui a été dit. Clarkson. Déjà l'année dernière. Il est en ligne avec le directeur de la Ligue. De la Ligue, voilà. Non, déjà Clarkson, en fait, ça fait 2-3 ans qu'il est. Je sais pas, il y a eu une modification par rapport à ce joueur quand il est arrivé à Utah, vraiment monté en puissance. Déjà l'année dernière, et il y a 1 ou 2 ans, tu le voyais déjà quand même super efficace et en fait un peu plus plat dans sa sélection de shoot. Donc déjà. Cleveland, il a 17 points Clarkson. Non, mais c'est déjà l'année dernière, je trouvais qu'il était bien. Ouais. Et quand il était blessé, c'était qui? Bogdanovic qui était blessé. L'année dernière, il a quand même apporté quelques points. Et là encore cette année, là, bon, je suis d'accord avec eux. Et à ce moment T, oui, c'est lui. Victor? Ouais, je partage aussi. Alors, pour compléter ce qui a été dit, j'ai trouvé. Tu peux te reculer un peu, s'il te plaît? Non, je partage ce qui a été dit. Clarkson, ça me semble évident. Alors, par contre, pour compléter ce qui a été dit, j'ai trouvé que le coach a sorti quand même quelque chose qui était très sympa pour lui. Le coach, il a dit je l'ai laissé être lui-même, en fait. C'est-à-dire un électron libre. Et par moments, Utah, quand ils sont dans la galère, ils ont bien besoin de cette grande folie là qui permet de. Vic de Ronsard. Non, mais c'est vrai. Il est vachement créateur, ce gars. Il joue au feeling. Il y a des jours où il va shooter, il y a des jours où il va driver. Il a le tir à mi-distance, il peut jouer de austère. Il est créatif, il est dans la distribution. Moi, j'aime bien ce profil.
Et il s'épanouit Ça, vachement c'est pas bien. l'essentiel de son jeu. Oui, oui, non, mais je suis Non, d'accord mais avec tu toi. vois, Il n'y a, non, mais y a pas de débat, vraiment. il faut J'ai, dire qu'il a. ouais. Alors, pour encore compléter un petit peu, j'ai regardé un peu là, un résumé de match contre Boston. Là, c'était cette semaine, il jouait contre Boston, je crois. Et franchement, je l'ai vu jouer. Et franchement, pendant les 10 minutes que je l'ai regardé, le mec, il n'arrêtait pas d'attaquer, que ce soit des tours. Avant de s'endormir. Hein? Tu disais que tu as regardé le match. Avant que tu piques du nez. 10 minutes avant que tu piques du nez. Non, mais bon, voilà. Tout ça pour dire qu'on est tous d'accord que pour le moment, en tout cas, je ne vois pas comment ça lui sera sauf blessure. On enchaîne avec la meilleure progression selon vous, messieurs. On va commencer avec Zich. Avec moi, le MIP. Le MIP. Moi, j'ai un petit faible pour Porter, Michael Porter Jr. de Denver, qui en fait a la continuité de ce qu'il a montré dans la bulle lors des précédents playoffs. Il continue très bien, il progresse. Il m'a vraiment surpris moi, l'année dernière avec Denver. Il a été présent, il est grand, il est athlétique, il shoot, il drive. Il est à droite. Il est à droit, il m'a surpris vraiment par son adresse aussi. Donc pour moi s'il continue comme il est là, j'arrive pas à voir autre personne que lui. En tout cas, je vote pour lui. Wow, il s'engage, Zich. Messieurs. Moi, j'ai quelqu'un d'autre. Hein. Moi aussi, en proposition, j'en ai deux. Alors, moi, j'ai deux personnes de la même équipe, mais une équipe qui est pourrie en plus. Ouais, bon, allez-y. Non, moi, clairement, pour moi, c'est Jeremy Grant. Et là encore, je vois pas où est le débat. Il est passé de 12 points à 23 points. Alors, ok, il joue dans une équipe de loose, très loose d'ailleurs. C'est vraiment. C'est pour ça, mais en fait, excuse-moi, juste Vincent, je te coupe 2 secondes. J'y ai pensé. Il a 27 par match, c'est facile. En fait, tu l'as dit toi-même, et c'est pour ça qu'en fait, je suis parti faire Porter Junior parce que c'est reste Denver. À partir du moment où c'est une grosse équipe et qu'il faut encore montrer plus de choses, mon cœur a plus basculé pour Porter Junior, alors que Jeremy Grant, il fait partie des top 2 que je pensais. Franchement, ouais. Gilles, je me permets de pas être d'accord avec toi parce que Porter Junior, je veux dire, j'ai l'impression je vois pas sa progression. Alors, bon, tu parleras après. J'ai coupé Vincent. Vincent, tu peux reprendre s'il te plaît. Modérateur, il faut sortir le carton jaune. Non, mais j'avais plus ou moins fini. Mais pour moi, Jeremy Grant, là, il a changé de catégorie. Il était un joueur de complément, même parfois en sortie de banc à Denver et tout. Il était le mec, l'impact player C'était la glu aussi en défense, beaucoup. Et là, oui, bien sûr. Mais là, il y a plus son côté offensif. Là, pour moi, il est passé en mode superstar, quoi. Après, son équipe, a un niveau en dessous, mais c'est un peu pareil que Bradley Beal. Le gars, il est trop tout seul. Il peut pas faire tout seul parce que. Mais j'adore ce profil. J'adore l'état d'esprit et c'est un super joueur. Pierre, ton MIP? Moi, j'avais 2 propositions, mais c'est pas aussi flagrant dans l'écart de points que Jeremy Grant. C'est Julius Randle qui est devenu un. Non, mais. On sent l'influence de Nix. Et sans parti pris. Je suis désolé, mais jamais on aurait pu penser que c'était un mec qui allait avoir les stats qu'il a actuellement. Et la progression, elle est en passe, en organisation. Même si j'aime. En plus, c'est pas un joueur que j'aime beaucoup, mais je trouve qu'il y a une vraie progression dans l'impact dans l'équipe. Et il met des points quand il faut, là où j'avais peur avant. Maintenant, il est plus stable. Et le deuxième. Vas-y. Non, mais excuse-moi, mais pas tant que ça. J'ai regardé ses stats tout à l'heure parce que j'y avais pensé à Julius Randle. Mais en fait, ça fait déjà 2-3 ans qu'il a 19 points. Et là, il doit être à 22 ou 23. Il était à 9 rebonds, il est passé à 11 rebonds. Donc, je veux dire, c'est pas. Oui, de 3 à 5. Il est passé de 3 à 5. Je veux dire, c'était une progression. Non, il a plus que 5. Je te jure, il a eu à 8 quasiment en passe. Non, il a 8 passes, ouais, Pierre. Je crois qu'il est quasiment à 8 passes. On va regarder tout de suite. Bon, mais je vais te dire ça tout de ça. En attendant. Il a 5,6 passes. Il a 5,6 passes. Ah, okay. Il a 22,11,5. 22,11,5. Et l'année dernière, il était à 19,5. Hein. Donc, c'est pas. Il est à 19,5, 7,5, 3,1. Donc, c'est bien ce que je te dis. Oui, c'est une progression, mais il n'y a pas une marche énorme non plus, tu vois. Et le deuxième joueur, c'est Donovan Mitchell, parce que, alors, c'est pareil, dans le volume, c'est pas incroyable. Sauf que dans la sélection de tir,
et dans la qualité du joueur. Je trouve qu'avant, il n'était pas aussi leader, il n'était pas aussi incroyable. Et là, je pense que tu es un petit peu à côté sur les critères. Sur les critères de meilleure progression, tu es à côté. Je pense parce que Donovan Mitchell, on attend de lui beaucoup plus depuis longtemps. Et puis on avait même eu ce débat il y a 3 ans à Londres. Rappelez-vous. Si aujourd'hui Donovan Mitchell il a les stats qu'il a aujourd'hui, c'est normal. C'est ce qu'on attend depuis 2 ans. Mais il n'y a pas de progression. C'est la 3e année qu'il est pile à 24 points de moyenne. Donc, non, mais dans les stats, dans les pourcentages, on ne le voyait pas aussi stable. C'était un énorme consommateur. Là, j'ai l'impression que cette pareil. saison, non, mais Pierre, un peu moins. Repose-toi sur les statistiques quand même, parce qu'on est à un moment ou à un autre, c'est le nerf de la guerre. Important quand même dans le sport qu'on fait. Messieurs, on va avancer. Les stats n'ont pas bougé en pourcentage, 43% depuis 3 ans, quoi. Messieurs, on avance. On n'a pas entendu Muggsy à ce propos, la meilleure progression selon toi? Franchement, Grant, difficile de contredire ce que Vince a dit. Il y a quelqu'un auquel je pensais, même si son équipe ne gagne pas non plus, c'est quand même le petit Bryant. Si tu vois quand même ses chiffres et comment il performait avant de se blesser, mérite quand même aussi une petite mention. Thomas Bryant. Yes. Pareil, il a joué 6 matchs. Il est out. Ouais, mais le temps. Mais bon, ça suffit pas, les gars. Si vous aimez des joueurs, il faut que ça se repose quand même sur des statistiques. La progression. Il a joué 6 matchs. Dinwiddie, meilleur remplaçant, et Thomas Bryant, meilleure progression. C'est quoi ces gars? J'ai dit Grant et j'ai dit mention pour Bryant. Messieurs, on passe au deuxième débat. Pour information. Excuse-moi, Tchos, il y a le meilleur défenseur. On peut faire 1 minute là-dessus. On fait une minute sur meilleur défenseur. Victor? Le meilleur rookie aussi. Oui, on peut aussi parler. Meilleur rookie. On a le temps, mais meilleur défenseur, c'est difficile. Mais parce que franchement, sincèrement, on ne voit pas assez de matchs. Il faut voir vraiment un match au complet pour voir l'impact d'un joueur. Et je trouve les mecs les plus impressionnants que moi, j'arrive à voir en défense, c'est Rudy Gobert. Franchement, le mec, il détourne. Vraiment, c'est un intimidateur. Il gêne tout le monde en défense. C'est Anthony Davis. Anthony Davis, il est énorme. Et Marcus Smart. Marcus Smart, il est incroyable en défense. Des passages en force, 3 fois par match. C'est une sangsue. C'est un energizer terrible. Pour moi, c'est ces 3 mecs qui m'impressionnent le plus. Mais après, voilà. Victor? Ouais, Marcus Smart, je suis d'accord. Moi, je mettrais bien Turner là, des Indiana Pacers. Miles? Je le trouve en intimidateur, il n'est pas trop mal là cette saison. Je crois que c'est le meilleur contrat de la ligue en plus, il me semble. Donc il est pas mal vraiment pour. Et en plus, je crois qu'il s'est donné ça. J'ai entendu un article là-dessus. Il s'est donné ça comme mission d'être le meilleur défenseur de l'année. Donc ça me paraît quand même solide aussi. Moi aussi. Dans cette ça fait 3 ans qu'il dit ça. Moi aussi, j'aimerais bien être le meilleur défenseur du Val-de-Marne. Muggsy, ton avis sur la question? Hinton, Marcus Smart all the way. Je veux dire, ce gars-là, Boston, tu veux pas aller. Bon, mis à part, je vais pas revenir sur ce historique, mais tu vois, le fait est que. T'es les aléas du direct. Hein. Ouais, c'est ça. Marcus Smart, non, Marcus vraiment influence sur l'équipe et sur l'identité. Et je veux dire, comme on le dit, plusieurs années, vraiment le cœur de cette défense. Va me chercher le micro, s'il vous plaît. Coupe le micro vite là. Coupe ton micro vite. Le backup, c'est pas mal. Avant de passer au deuxième débat, un mot rapide sur le rookie. Moi, je peux donner mon avis quand même sur le défenseur. Eh ben, tu vas commencer avec le défenseur et puis après, tu enchaîneras avec le rookie. Ah ouais, défenseur Marcus Smart, je vote, je valide aussi. Mais j'ai aussi un petit coup de cœur pour Bam Adebayo quand même. Que je trouve pareil, hein, je reste sur la continuité des playoffs derniers pour revenir sur cette saison parce qu'on n'a pas assez de recul. Et Adebayo, j'ai trouvé qu'il a été vraiment dur pendant les playoffs derniers. Pour le rookie, celui qui me surprend et qui m'a vraiment surpris cette année-là, pour le moment, c'est Lamelo Ball. Ah oui. Lamelo Ball qui a des vrais stats, qui est vraiment bon. Il n'y a personne sur sa planète. Non, par contre, les rookies,
ça peut être comme ça et d'un coup disparaître. Donc, mais pour le moment, la Melo Ball est pas mal du tout. Il y a des déchets, bien sûr. forcément, il est jeune. Je suis d'accord. Mais, non, il gagne des matchs, il prend du temps de jeu, il fait des stats, il est au-dessus, je suis d'accord. Après, moi, j'aime pas du tout. Il a pas mal de déchets encore. Hein. L'historique de la famille, donc j'aime pas du tout ces gars, mais. Il a pas mal de déchets, mais franchement, je trouve que quand même, ça va. Il est, par rapport à un mec de 19 ans il a joué en Australie pendant un an, on pouvait avoir plus de doutes que ça. Moi, je trouve qu'il est quand même. Enfin, c'est une bête de surprise. Vous avez l'air presque blasé de dire qu'il a des Non, moi, je partage ton avis, Pi. Ouais, il surprend de ouf quand même. Hein. On est d'accord. Moi, on avait fait le rapprochement avec son frère, je le trouve plus près que son frère. Son frère, on attendait beaucoup plus de son frère, alors que lui, en fait, on s'est dit c'est un grand tignol, et en fait, il est en train de montrer que non, il sait quand même jouer au basket. Non, après, effectivement, Vincent, il faut pas se fier à maintenant, ça fait que 2 mois, mais sur le début de saison, je trouve qu'il marche, en rookie en tous les cas, mais il marche sur la concurrence. Non, je conteste pas ça du tout. Je me dis juste, comme je l'aime pas, j'espère juste qu'à un moment ça va disparaître. Mais non, je reconnais qu'il est au-dessus des autres. Au moins, c'est clair et net. Yannick? Muggsy, please. Muggsy, pardon. Non, Edward. Pour les intimes. Edward au Vault. Le numéro 1 de la draft. Il sera pas du tout. Je pense même pas qu'il sera sur le podium, mais James Wiseman, ça va être quelque chose. Il y a le mec de Boston, Pritchard, il est hyper impressionnant, le petit Babtou qui met des shoots dans tous les sens. Je suis d'accord avec toi, Vincent, mais bon, combien de matchs il a fait? Non, je te parle pas de Rookie of the Year, hein. Je te parle juste, je lui fais un petit clin d'œil parce que super joueur. C'est beau ce qu'il fait. Et le mec de Sacramento l'autre fois là, Haliburton. J'ai vu un match et un bout d'un autre match. Il a du basket aussi, c'est cool. Mais non, pas pour Rookie of the Year, mais bon, il y a des mecs qui jouent quand même, c'est cool. Deuxième thématique, messieurs. On est obligé d'en parler, la Covid-19. Dans quelle mesure est-ce qu'elle influence cette saison 2020-2021 ? On sait qu'elle a fortement influencé la saison dernière avec une bulle et des playoffs un peu particuliers, une saison régulière raccourcie. Cette saison, il y aura 72 matchs. Dans quelle mesure elle peut impacter ? On parle notamment des résultats, du rythme, du calendrier des matchs ou encore des blessures. Il y a énormément de blessés cette année. Déjà, le mois de janvier, apparemment Adam Silver l'avait dit que le mois de janvier il serait très difficile à gérer. Et effectivement, il y a eu plein d'effectifs qui ont été amputés de leurs joueurs pendant 5, 10, 15 jours. Parfois, Jimmy Butler, il a raté 10 matchs, je crois. Michael Porter Jr., pareil, sa quarantaine, ça n'arrive jamais. Mais franchement, bon, ça c'est un fait. Là, je crois que ça va un peu rentrer dans l'ordre, ça va se calmer. Bon, le fait, il y a eu des changements, c'est qu'ils jouent beaucoup un jour contre l'équipe et le lendemain match revanche. C'est assez curieux, ça, c'est assez nouveau. Et il y a un truc que je comprends pas par contre, c'est des joueurs qui passent 2 heures sur le terrain à batailler autour du ballon, machin et tout. Arriver sur le banc, ils doivent mettre le masque, ne plus se checker, ne pas se parler à la fin du match. Je comprends pas la logique par rapport au virus. Donc quand tu t'es 2 heures en train de batailler sur un terrain de basket, à te cracher tête contre tête, à transpirer dessus, machin et tout, je comprends pas la logique de se dire tu peux pas rester discuter un quart d'heure après, ou tu peux pas, faut que tu prennes le bus direct, enfin voilà, il y a un petit décalage que je comprends pas, mais après ça c'est la vie de champion. Moi, je dirais aussi que du coup, ça rajoute un facteur supplémentaire. En dehors, il y avait déjà les blessures, il y avait les méformes, mais en plus, tu peux juste tomber malade et sortir pour une durée indéterminée. Parce que beaucoup de personnes sont entre guillemets, débarrassées ou réglées avec la Covid assez vite, mais certains ont des impacts qui sont beaucoup plus longs. Et du coup, ça, c'est encore une donnée supplémentaire. Donc, ça montre à quel point ça impacte dans la ligue. Et puis, comme vous l'avez dit, les matchs aller-retour, ça n'existait pas avant. Tu rencontrais ton adversaire et là, le lendemain, tu peux adapter sur ce que tu as vu la veille et déjà changer. Donc, c'est vraiment, ça change vraiment la donne par rapport à une saison traditionnelle. Et le protocole Covid donne des situations un peu ubuesques. On se rappelle
Kevin Durant qui a commencé un match, et finalement au troisième quart-temps, on lui a dit faut rentrer à la maison. Il a été isolé 7 jours, quoi. Après je pense que ça impacte la saison sur ce premier mois et demi de compétition, parce que là, il y a eu une vague, tout le monde s'est mangé le Covid, tac. Là, ça va plus ou moins se calmer. D'ailleurs, ça se calme depuis 2-3 semaines, là, ça se calme. Il y a beaucoup moins de cas. Et du coup, tout va rentrer dans l'ordre. Après, sur le volume de matchs, que Jimmy Butler ait raté 10 matchs, sur la saison entière, ça aura un faible impact. Et comme Durant qui aura raté 3 matchs, pareil. Donc finalement, grâce à la NBA et au volume de matchs, de louper une semaine ou deux de compétition, c'est pas si grave que ça. Et puis, vas-y, pardon. Je trouve qu'il y a quand même, on minimise un truc, c'est la vie perso. La vie perso des joueurs, c'est plus du tout la même par rapport à il y a 2 ans où la vie entre guillemets normale avant la Covid. Et ça, c'est un impact qu'on a plus de mal à chiffrer en fait. Parce que le mec, il va pas voir sa famille, quand il est en déplacement, il va pas voir sa famille encore moins que d'habitude. Et quand il rentre, il va certainement avoir des protocoles, des trucs, des machins. Et ça, alors, est-ce que ça a l'impact, à quel pourcent ça joue dans le résultat final du joueur? Je ne sais pas, mais ça doit sauter un peu dans la tête. Mais à ce niveau-là, tu peux me donner leur salaire et je les donne de ma famille. Non, mais non, mais tu sais, en fait, il y a forcément un mal dans le game, dans le championnat, dans tout ce qui se passe. Moi, vous parlez de tout ça, je suis d'accord avec tout ce que vous êtes en train de dire, mais le plus important, ça reste quand même le public. Quand tu joues à domicile et que tu as ton public, que tu entends ton public, que tu as la pression de jouer à l'extérieur ou à domicile et tout ça, c'est le grand manque. En vrai, c'est le grand manque. C'est vrai, carrément. Aujourd'hui, c'est comme les matchs de foot. Aujourd'hui, les matchs de foot, on entend les joueurs parler entre eux, tout ça, et ça nous manque. D'ailleurs, il y a pas mal d'équipes qui ont un bilan négatif à domicile. Je suis sur le classement, il y en a pas mal. Je voulais rebondir ce que Ziz disait en fait par rapport au public et la question qui arrive par rapport au All-Star Game, s'il devait se tenir ou pas. Ça a toujours été un moment, tu vois, au milieu de la saison où vraiment les joueurs redonnent au public et on peut prendre un peu plaisir, même si le format de ces dernières années laisse à débattre. Ouais. Mais voilà, mais tu vois, faire un All-Star Game où il n'y aura pas vraiment le public, tu ne seras pas prêt à donner ou faire quoi que ce soit. Est-ce que ce All-Star Game a vraiment besoin d'être tenu ou pas? Pour moi, c'est un peu le bémol avec tout ce qui se passe et les chances. Muggsy, tu as complètement raison de lever le sujet. Il me semble qu'il y a des joueurs qui ont dit qu'ils étaient contre. Et je crois qu'avant, ça ne s'était jamais entendu. Mais je crois qu'il y avait des joueurs qui avaient dit qu'ils ne voulaient pas le faire. Ouais. Tous, hein. LeBron, il est contre. Il dit, tu vois, et en plus, je le comprends. À la limite, tu fais un All-Star Game. Pourquoi tu ne le fais pas dans le format bulle? Parce que forcément, quand tu vas être 3 jours à Atlanta, Lou Williams, il va vouloir aller manger ses ribs, je ne sais pas quoi, aller se perdre quelque part. Voilà. Et donc, apparemment, ça va quand même être assez carré. Hein. Avec un départ quelques heures après le match. Hein. Mais bon, on est d'accord que ça n'a pas forcément sa place. Voilà. Dans une saison qui est déjà serrée, tu rajoutes ça. Moi, après, je trouve ça toujours délicat de se plaindre. Je trouve ça toujours délicat de se plaindre parce que t'as 450 mecs en NBA, t'en as 430 qui rêvent d'être All-Star. Et les 20 qui sont sélectionnés, ils disent pour All-Star, ça me saoule un peu parce que je voulais des vacances en famille et tout ça. Je comprends les deux avis, mais quand même, ce sont des privilégiés. Là, ils vont aller faire un match. C'est pas le week-end de 3 jours, un All-Star break et tout. C'est un match. Comme tu dis, je crois que là, j'ai entendu que le concours de dunk allait avoir lieu à la mi-temps et tout. Ça va être un format hyper raccourci. Il n'y aura plus de concours, très peu de concours et tout. Ça va être juste le temps d'un match. Les gars, n'oubliez pas que vous faites rêver du monde, vous êtes payés pour ça, vous êtes riches pour ça, donc jouez le jeu. Mais à quel risque? Moi, c'est le risque sanitaire de dire que tu vois, regarde, et de tout le monde de faire attention, pourquoi tu ramènes tout le monde? Bon, fatigue, ils peuvent gérer load management et compagnie, mais si tu voulais faire le All-Star Game et tu voulais le faire bien, fais-le dans une bulle. De toute façon, la NBA, là, ça ressemble un peu à des bulles à chaque fois. Ils n'ont pas le droit de se balader en dehors des hôtels, ils n'ont pas le droit. Donc, ils vont arriver à la salle, ils vont jouer, ils vont se casser. Et il n'y aura pas de rencontre avec le public. C'est pas une bulle, mais ils vont rencontrer personne et tout est archi contrôlé. On peut pas dire. Des ribs. Mais il ne sera pas là, Lou Williams. Qu'est-ce que tu nous parles avec Lou Williams?
Mais non, c'est parce Il que sera jamais à Atlanta, mais à Atlanta, il y a un énorme slip. D'accord. Messieurs, autre chose à ajouter sur cette thématique avant qu'on fasse une dernière pause et on aura ensuite la dernière partie de cette première émission avec notamment un quiz. C'était quoi le thème déjà de cette partie? Dans quelle mesure la Covid impacte la saison? Mais je pense qu'on a été assez clair là-dessus. Non, mais c'est vrai que j'avais oublié de soulever ça, mais Zichan l'a rappelé. Le public, c'est vrai que ça manque. Mais après, est-ce que ça impacte? Je pense qu'en playoff, ça impactera. En playoff, ça impactera. Mais l'avantage de la NBA sur d'autres sports, quand tu compares par exemple à la dernière Champions League, où là, le format a été biaisé parce qu'on a joué à partir des quarts de finale, je crois, en match simple, sur très peu de temps, machin et tout. Ce qui a peut-être favorisé certaines équipes. En NBA, coucou Flo. En NBA, les matchs se sont joués au meilleur des 7 manches. Il n'y a pas eu de changement de format. Il y a eu le play-in qui n'existait pas avant. Qui aura eu lieu cette saison encore. Au final, c'est une adaptation qui est plutôt pas mal et qui est intéressante. Messieurs, on fait une dernière pause. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie de cette première émission. À tout de suite. C'est parti pour cette troisième et dernière partie de NBA Earth, Band of NBA Earth. C'est pas facile à dire. Le podcast, première édition. On est le 14 février et on est là pour parler NBA. On va terminer cette émission de manière un petit peu ludique. Enfin, on va essayer en tout cas avec un quiz. J'ai donc affaire à des vrais spécialistes de NBA. On va faire un quiz spécial quadruple-double et triple-double, messieurs. Je sais pas si ça vous parle. Alors, le principe, ça va être simple. Je vais donc poser des questions. Il y aura des points pour chaque réponse et puis on fera un petit classement en fin d'année, en fin de saison. On verra qui remporte la timbale. Première question. Est-ce que quelqu'un... Alors, c'est un jeu de rapidité. Bon, je suis pas sûr que vu les questions. Combien y a-t-il eu de quadruple-double en NBA? J'ai pas pu aller jusqu'au bout de la réponse. Je croyais que c'était la fin. Mais c'est une bonne réponse de Pierre. Depuis l'acceptation des interceptions et des contres, il y a donc eu 4 quadruple-double en NBA. Est-ce que vous pouvez me citer au moins 2 sur ces 4? David Robinson, Hakeem Olajuwon, et je crois qu'il y a Nate Thurmond, mais je suis pas sûr. Ah ouais. Donc soit il est devant Wikipédia, soit il est très fort. Non. Tu lui as donné tes questions avant ou quoi? Non, j'ai vu la news il n'y a pas très longtemps et j'ai retenu les trucs. Et le quatrième, je me rappelle plus qui c'est. Il y a Draymond qui n'est pas passé très loin, qu'on a fait un exceptionnel aussi. Le dernier, c'est... Non, mais je ne veux pas valider celle-là. Tu n'as même pas dit la question. On n'a même pas entendu. Je le jure, on n'a même pas écouté la question. Incroyable. C'est ludique ça. Le dernier, c'est Alvin Robertson. Ok. Alvin Robertson. Chamberlain, non? Non, Alvin. C'était pas compté en fait. Oui, à l'époque, c'était pas compté. Il comptait pas les contres à l'époque. Ni les interceptions. Donc il y a Nate Thurmond, c'est vrai? Ouais, c'est le premier, ouais. Attention, il y a une action pour Marseille là. Oh là là. Désolé, c'est un contexte. Qui domine actuellement le classement du triple-double? En saison régulière. En saison régulière. Big O. En activité? Les joueurs en activité? Tout joueur confondu. Okay. C'est Big O encore. Ouais. Oscar Robertson. Oui. Et en deuxième? Russell. Magic. Russell. Quoi, Russell? Ou Russell Westbrook? Ah, Russell Westbrook, ouais. Deuxième place avec 151. Après, c'est Magic et après, c'est J-Kid. Ouais. Ah, d'accord. Donc, le gars, il est incollable en triple-double. Et en cinquième? LeBron. Et tu peux aller à quelle place du classement comme ça? La place de Luka Doncic dans ce classement? Il doit être dans le top 10 déjà, le salaud. Non, abuse pas quand même. Non, pas encore. Il est à combien? Il doit être à 20 quasiment, non? Je sais pas combien il a. Il est à 32. Il a plus que ça, 32. Ouais. Ok. 32. 32, ça suffit pas quand même. Il y a des joueurs quand même. Il y a eu des joueurs. Il n'est pas dans le top 10 en tout cas. Bon, d'accord. Okay. 12 ou 13? 12. Non. Merci. 12e. Ah, punaise, déjà 12e. 12 s'il en fait en plus, il prend des places ou pas? Il revient à la 11e place. Ce joueur-là, le top 10, il a combien quoi?
Pardon le top 10, c'est à 43, lui, il a 32. Ouais, donc il faut quand même que je fasse une grosse Il peut le faire. Devant lui, il y a Rajon Rondo, il y a Il est à Green. égalité avec Rondo. Il y a Fat Lever, Jokic. Il n'est pas déjà devant Draymond Green? Draymond Green, il n'est pas dans le. Ouais, non, je pense qu'il est déjà il a devant. 24, Draymond Green. Ok. Devant lui, il y a Harden, Jokic, Bird et Will Chamberlain. Et Balerdi vient de prendre un carton rouge. Si ça intéresse des gens. Aïe, aïe. Qui est le plus jeune joueur de l'histoire à avoir réalisé un triple-double? La Melo Ball. La Melo Ball, Vincent. Ouais, c'est ça. Bien, ouais. Qui est le plus âgé, à contrario? LeBron. Non. Bah, Robertson, alors. Non. C'est un. Pardon? Magic. Attendez, vous parlez tous en même temps là. David Robinson. Non. Karim Abdul-Jabbar. Non. C'est un finaliste NBA. Carmelo. Non. Ah, j'ai entendu un. Duncan. Non. Ah, Duncan. Non, c'est pas Duncan. Mais non, Karl Malone. Karl Malone. Bonne réponse de Vincent Jamin. Hey, les gars, un finaliste NBA, qu'est-ce que vous me dites, Team Duncan? Soyez cohérents. J'ai pas dit un vainqueur Il n'a pas NBA. été finaliste NBA. Ah ben d'accord. Oui, mais là, j'ai dit un. Ça. Bien. Question subsidiaire. Celle-là, si vous la trouvez, costaud. Elle est pour Pierre. Deux joueurs ont réussi un double triple-double dans l'histoire de la NBA. Avec les pertes de balles et tout ça? Non, avec 4 statistiques à plus de 20. Non. 3 statistiques à plus de 20. Shaq, il a dû en faire une. Moi, je connais un joueur. Personnellement, d'ailleurs. Zichan, non? Il y a eu 9-4 ou? Il y a minime avec l'épaule France. Non, il y a Russell Westbrook qui a 2-3 ans. Bonne réponse. Ouais, exact, bien vu. Merci, ouais. Et, c'est quand même absolument énorme. Avec 20 points, bah, 20 points, 25 rebonds et 21 passes. Pas dégueu. Et Duncan, non? Non. Duncan, jamais il fait 20 passes. 20 passes quand même. Est-ce que ça pourrait... Non, peut-être plus avant, peut-être Oscar Robertson. Non, c'est plus l'époque bien ancienne. Vous l'avez évoqué. Chamberlain. Bonne réponse de Tishan. Merci. Ah ouais. 22 points, 25. 20 passes. 22 points, 25 rebonds, 21 passes. Ah, le même en fait. Le même. Non, il a marqué 2 points de plus que Westbrook. Et carton rouge pour Benedetto. Ça fait 2 rouges en moins à Marseille. Tout va bien. Okay. Et tout va bien à Marseille. Bon, bah écoutez, pour ce... Pardon? Tu peux faire une question facile pour Moxie, s'il te plaît? On a fini là. Attends, Fais une question en anglais pour me... Mex, je note, hein, 0 point. On va terminer. Répertoire. Si, mec, j'ai noté 3 points pour Mexi. Il a dit une réponse tout à l'heure. Laquelle, je sais plus, mais il l'a dit. Hein. Merci. Il a dit quoi? Doncic, numéro 12. Numéro 12, Merci. Doncic. Tacle au niveau du genou. Tacle au niveau du genou de Benedetto. Logique. Bon, d'accord. On va terminer ce premier numéro avec votre affiche de la semaine à venir. On est dimanche. On se revoit dans une semaine si tout va bien. Quelle est selon vous l'affiche à pas manquer? Moi, l'affiche, elle est ce soir. Portland, Dallas. Les deux équipes sont vaincues cette semaine. Elle y tient, ça va être une belle affiche. Moi, je vais vous donner un match pour mardi soir. Mardi soir, Boston Nuggets. Je pense que c'est deux équipes qui ont encore des choses à prouver et qui mettent en place déjà un joli basket de manière générale. Ça peut être un beau match. Je ne suis pas d'accord. Boston n'a rien à prouver. Je suis d'accord avec Zich sur cette partie. Voilà. Muggsy? J'avais vu celui-là. J'avais rajouté aussi Brooklyn Nets, Phoenix Suns, que j'ai envie de voir aussi. Mais bien sûr, Boston, Denver bien avant. Voilà les deux matchs que je retiendrai. Vincent? Il y a un match quand même qui oppose lundi soir, donc dès demain à 3h du matin, les deux leaders de chaque conférence, Philadelphie contre Utah. Et ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Mais malgré tout, ça manque un peu de glamour
C'est vrai qu'en fait, ces deux équipes, elles sont pas hyper sexy quand même. Mais il faut respecter les leaders. Vincent, il veut la sérénade, il veut la douceur. Bon, messieurs, on a fait le tour. J'espère que vous avez apprécié cette première. J'espère qu'il y en aura d'autres. Un petit ressenti là, comme ça, de ce qu'on a pu vivre là pendant 1 heure. Ben, en fait, on a filmé ce qu'on passe notre temps à faire quand on est tous ensemble. Et là, on est 5 et d'habitude, on est une dizaine. Et on peut passer des soirées, des nuits, parfois même des semaines de vacances, des week-ends ou des semaines de vacances ensemble à faire ce qu'on vient de faire. Et c'est notre passion et on adore le faire. Merci à Pierre d'avoir cette idée. dit de s'y mettre. Et merci à Chos d'avoir pris l'organisation en main et à tous les participants. Et puis, ouais, c'est du kiff, quoi. Monsieur, on ne pourrait pas dire mieux. Il a très bien résumé. It was a lot of fun for the first time from Boston, from London, you know, doing it until we died because we love this game and that's how it is. C'est ça la classe d'avoir un correspondant aux États-Unis. On a fait le Madison avec LeBron aux Lakers, hein, et face à New York. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était entre le 20 et le 26 janvier de l'année dernière, juste avant la pandémie de Covid, et on a eu de la chance de passer encore des bons moments ensemble. Et qu'une hâte, c'est que ça soit à nouveau possible bientôt. En tout cas, merci les gars, merci beaucoup. Merci d'avoir participé. On se retrouve dimanche prochain, on espère. Ah, un dernier petit mot. Alors, bon, j'avais 2 petits messages. Il y en a un que je peux garder pour la semaine prochaine, mais il y en a un que je vais quand même dire dès ce soir parce que l'occasion s'y prête. On est 14 février et je tiens à embrasser de tout mon cœur Johan, que j'aime très fort et je l'embrasse. Bravo. Ça a le mérite d'exister, c'est bien. Oh, c'est beau. On se retrouve la semaine prochaine, j'espère. J'ai un grand merci à vous, les gars, les spécialistes. Et puis un grand merci à vous qui vous allez peut-être nous regarder, j'espère. On espère bien que vous allez un peu nous regarder. Et surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à poster des commentaires, des réactions. On va créer un compte YouTube pour pouvoir mettre la vidéo dans un premier temps sur YouTube. Et n'hésitez pas, surtout pour vos retours, c'est assez intéressant, important pour nous. Et le cycliste de Pierre, il est disponible en vente chez Tati. On a fait ça le prix d'un. Merci beaucoup les gars. À la semaine prochaine. Bisous les gars. Ciao. Bisous, allez.